Ce balado vous est présenté par Outils, le logiciel qui rend vos projets d'architecture aussi organisés que vos concepts créatifs. Que ce soit pour la gestion des équipes, le suivi des budgets ou la planification, Outils simplifie chaque processus. C'est l'outil incontournable pour les firmes d'architecture au Québec, vous aidant à voir vos projets sous une autre perspective, avec efficacité et sans prise de tête. Bonne écoute! L'intelligence artificielle, nouveau terme marketing, c'est rendu partout dans nos vies. Ça a un impact sur tellement d'industries, l'alimentaire, cinématographique, en santé. Il y a même la Ville de Montréal qui vient d'adopter sa stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans son écosystème. Et là, le domaine de l'architecture ne fait évidemment pas exception. Je voyais un sondage qui a été réalisé en février 2024 au Royaume-Uni qui disait que 41 % des bureaux utilisent l'intelligence artificielle. Mais ce sont des statistiques qui ne font qu'augmenter au fil des mois. Et ça fait émerger plusieurs questions éthiques. On peut se demander aussi quel est l'avenir de l'architecte concepteur avec l'intelligence artificielle. Bref, est-ce que l'intelligence artificielle va rendre les architectes paresseux ou performants? Je m'appelle Grégory Taillon. Et moi, c'est Marc-André Carignan. Vous écoutez Autre Perspective, notre balado signé Collectif. Bon, Greg, je pense que je vais sonner vieux aujourd'hui, ou peut-être grincheux, je ne sais pas. Moi, je t'avoue que l'intelligence artificielle, ça m'inquiète un peu, surtout pour l'architecte concepteur. On s'entend que l'intelligence artificielle, pour faire des présentations PowerPoint ou améliorer l'administration, un peu moins inquiet. C'est plus l'aspect humain, l'aspect conception. Mais toi, Greg, t'es comme Obélix qui a tombé dans la marmite, là. Toi, l'intelligence artificielle, la production d'images, Midjourney. Je dois l'avouer, je suis tombé dedans. Puis il n'y a plus de retour en arrière. J'ai quand même beaucoup de fun à faire des images. J'en fais sûrement trop. Il y a quelque chose comme une d'instantané. thérapie pour toi, quoi. Oui, vraiment. Il y a quelque chose... tu sais, faire un SketchUp, faire un projet, c'est long, on dirait, avant de voir le résultat. Mais faire une image, là, en quelques secondes, tu as quelque chose de convaincant. Ça a l'air d'un bâtiment, ça fait du bien. Hey, en quelques secondes. Je me souviens, c'est ça. Écoute, il n'y a pas si longtemps, faire ton SketchUp, puis tu sais, je veux dire, t'en avais pour quand même quelques heures. Interminable. Non, mais sérieusement, et voilà. Ça pose des questions et on va les poser aujourd'hui. On va les poser. On a d'autres, je ne sais pas si vous êtes tombés, vous aussi. Samuel, pas mal. Vous êtes tombé pas mal dans la marmite du numérique et tout ça. Marianne? Oui, mais peut-être sûrement à moins que ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Grégory a des belles biographies pour vous. Allez-y. Oui, on est avec Marianne Charbonneau, associée de la firme Agence Spatiale à Québec et conceptrice et directrice artistique sur plusieurs mandats alliant architecture et images de marque. Bonjour, Marianne. Bonjour. Et également Samuel Bernier-Lavigne, professeur agrégé à l'École d'architecture de l'Université Laval à Québec, fondateur du Fab Lab de l'école et directeur du X-Fab pour la recherche numérique, également auteur de nombreux ouvrages sur le numérique en architecture. Bonjour, Samuel. Bonjour. C'est pas le bon invité, ça. Ma bio n'est pas à jour, par contre. C'est professeur titulaire maintenant. Oh, pardon. Mais c'est pas grave. Écoute, félicitations. Pour mettre la table, on va définir un peu l'intelligence artificielle puis de quoi on parle et qu'est-ce qui fait peut-être plus peur que d'autres. C'est ça. Bon, Grégory me disait, on pourrait le diviser en 3 catégories. Il y a la génération d'images. Il y a le volet plus visuel. On génère des dessins, que ce soit des bâtiments ou n'importe quoi d'autre, vraiment dans le visuel. Et ça, monsieur, madame, tout le monde, aujourd'hui, y a accès. Là. Moi, j'ai des gens qui m'envoient des photos. « Hey, tu connais-tu un architecte qui pourrait me construire? » Je suis plus comme lui. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est le génératif qui est peut-être un des plus épeurants là, pour pondre des concepts. Il y a le génératif plus technique. Oui, exact. Pour générer un plan, entre autres, pour générer un stationnement, tu lui donnes des contraintes. Et là, l'intelligence artificielle génère des éléments, disons, plus techniques, plus dans la planification, moins dans le visuel. Ça, il y a bien des gens qui sont heureux de ça, là, j'imagine. Ça enlève certaines tâches qui n'étaient pas les préférées. Et finalement, le troisième, qui est, comme je disais un peu en introduction, l'administratif, donc facturation et tout ça, qui est peut-être un peu moins le sujet d'aujourd'hui. Marianne, toi, l'intelligence artificielle, en fait, ton intérêt, ça vient d'où exactement au bureau? L'intérêt, en fait, rapidement, on a travaillé avec Midjourney parce qu'on a vu tout de suite un intérêt à comme, générer des images, puis un peu discuter avec les clients parce qu'on dit tout le temps qu'une image vaut 1000 mots. Donc, c'est quand même le fun de discuter avec une image plutôt que de discuter toujours en termes de « Ah, on pourrait vous faire un espace comme ça. » Surtout pour les gens qui ne sont pas capables de visualiser ou là tu arrives vraiment avec des images, boum, boum, boum. C'est peut-être venu aussi avec une espèce d'écœurant titre de Pinterest, je vous dirais, qui est une intelligence artificielle, en fait, beaucoup. Tu sais, toute la génération, en fait, le fait qu'on voit telle image plus que telle autre, qui fait que tous les clients, ou à peu près, en tout cas une bonne partie de nos clients, nous présentaient des images très, très similaires.
Ça, c'est quand même assez... c'est un des problèmes, on y reviendra sûrement, mais des images très, très similaires de différents projets. Avec Midjourney, on dirait qu'on peut quand même aller un peu plus loin puis peut-être pousser des choses un peu différentes là-dedans. Là. C'est sûr qu'il faut savoir comment faire des bons... Puis là, c'est quoi l'intégration dans votre bureau, en fait? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est pas mal pour tous les projets? C'est des exceptions? Est-ce que c'est très intégré Il y a dans deux votre pratique? façons de l'utiliser. C'est soit qu'on va vraiment au tout début, là, dans l'idéation, qu'on va l'utiliser pour être capable de se parler entre nous, puis aussi avec des clients, rapidement, de concepts, d'idées, tout ça, les plus folles ou les plus terre à terre. Puis sinon, mais il y a aussi, tu sais, pour qu'on fait des images pour des concours, bien, tous les personnages et tout ça, là, toute la création du autour de l'image, ça, c'est une autre partie qu'on utilise vraiment beaucoup, là. Tu sais, il révolue le temps où on coupait des cheveux, là, pour le pourtour des cheveux. C'est la fin pour la dame au sac rouge. J'ai passé une grande partie de mes Enfin. études universitaires à couper des cheveux de bonhomme. Là. Fait que, je pense que c'est pas ça qui a fait que je suis Mais le meilleur Photoshop s'est architecte. amélioré quand même. Photoshop, De ce c'est côté-là. beaucoup. Ouais, mais tu sais, il y a Firefly qui est intégré à ça, tu sais, ça va bien. Maintenant, c'est quand même vraiment très efficace pour ça. Ben, Photoshop aussi, grâce à l'intelligence artificielle, Generate, puis il te génère des cheveux, il te génère ce qui manque sur ton image. Toi, Samuel, bon, tu t'intéresses au numérique depuis longtemps, paramétrique, bref, il y a différents volets au numérique. L'intelligence artificielle est arrivée quand dans ta vie? Parce que c'est relativement récent en architecture, il me semble. Il y a 3 ans, on n'en parlait pas autant que depuis la dernière année et demie, 2 ans peut-être. Là. En fait, les textes remontent aux années 50, mettons. Donc, ça fait longtemps que nous, disons, ceux qui sont intéressés par le numérique, on lit un petit peu là-dessus. On tente de voir éventuellement comment ça pourrait s'intégrer dans une pratique. Mais disons, l'intelligence artificielle dont vous mentionnez présentement, là, tous ces Midjourney et compagnie, en fait, c'est sorti été 2022. Et en fait, ma première version bêta, là, le 1.0, j'étais dedans à tester parce que je trouvais ça fascinant de voir ça, mais aussi, je me posais tout de suite la question, OK, bon, les étudiants, dans 2 minutes et demie, ils vont arriver avec ça aussi. Donc, comment on arrive à se préparer là-dessus? Et j'ai fait par exprès pour la première année, disons, donc, j'en ai parlé dans mes cours peut-être 6 mois plus tard, parce que je voulais moi-même digérer un petit peu ces choses-là pour pas les lancer comme ça dans un environnement sans trop savoir où ça allait aller. Et tu vois, j'en ai parlé, c'est ça, quelques mois plus tard avec eux. Il y en a quelques-uns qui avaient commencé à essayer ça. L'année suivante, 2023, je fais un premier atelier où on pose des questions d'intégration d'intelligence artificielle dans le projet d'architecture. Donc, on est à la maîtrise, donc dans un atelier numérique, là, donc, qui est dédié à ces questions-là. Donc, je lance au début de l'année la question. Je dis, est-ce qu'il y en a qui ont utilisé un petit peu Midjourney, ChatGPT? Bon, tu vois des regards, tu vois, ah oui, j'ai testé un petit peu, mais pas trop, etc. Et tu vois, cette année, là, je suis à ma 2e itération de l'atelier avec l'intelligence artificielle. Et là, on commence, on dit, OK, ben, est-ce que vous connaissez ça? Avez-vous utilisé ça? Et tout le monde a utilisé ça, tout le monde est à l'aise. On Et voit donc, la là, rapidité exact. à laquelle ça entre. C'est un train qui avance et qui fonce dans l'industrie, dans plusieurs industries. Ouais. Est-ce que, justement, les programmes que les gens utilisent, là, c'est ça, c'est beaucoup du Midjourney. Là, tu disais ChatGPT, c'est pas pour faire des images, ça? Ben, nous, on l'utilisait plutôt pour la gestion de texte, puis une sorte de créer un narratif dans le projet. Si on analyse comment Midjourney fonctionne, donc il prend du texte puis il le transpose en images. Donc, la première année de l'atelier qui posait la question de l'intelligence artificielle, j'ai dit, bien, partons d'un texte, en fait. Puisqu'il nous demande du texte, partons d'un texte dont on connaît sa qualité. Et on a utilisé, en fait, la nouvelle, la bibliothèque de Babel de Borges, qui devient un peu la base du projet. Donc, les étudiants analysent avec ChatGPT les grandes lignes du texte, ressortent des points clés et éventuellement transposent ça en prompt, donc une commande textuelle pour générer l'image dans Midjourney, et ça lance le projet. Mais on l'a dit, ça génère des images. Ça ne génère pas encore de l'architecture. Et je dis pas encore parce que on y viendra éventuellement. Là, mais, donc, après ça, le vrai défi des étudiants, c'est de voir comment on arrive à transposer ou comment on arrive à intégrer ça dans un processus architectural, disons, qui est un peu plus connu, qui utilise aussi d'autres outils numériques, là, donc de la modélisation, de la fabrication pour générer le projet d'architecture. Toi, Marianne, Midjourney? Bien, tu sais, c'est ça, là, on parle beaucoup d'imagerie et tout ça, mais nous, dans la pratique, tu sais, oui, il y a l'image, là, créer l'image, mais après ça devient vite dans la... Moi, j'essaie de rechercher sur les différents logiciels qui permettent de générer des projets ou d'aider à faire des itérations rapidement pour tester des alternatives, exemple sur un lot ou sur un site avec différentes possibilités ou tester des unités. Bien, je vois un intérêt de la pratique envers ça, là, c'est sûr et certain, parce qu'il y a tout à coup quelque chose de très rapide puis il y a une économie de temps.
qui, autrement, il va falloir trouver des solutions pour économiser le temps, là, parce que de l'autre côté, il y a beaucoup de demandes pour que les plans sortent de plus en plus rapidement. Puis il y a de plus en plus de pages, un cahier de plans aussi. Puis de plus en plus de demandes, de normes, de ci, de ça. Il y a quand même beaucoup d'intrants. Et nécessairement, ça va nous prendre de l'aide de l'intelligence artificielle pour passer à travers ça. Sinon, on ne s'en sortira pas. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux... requis, Est-ce que vous faites actuellement... Ben, je sais qu'on peut, avec l'algorithme, tu pourrais importer les documents que tu reçois de 323 pages avec 8 annexes, puis de faire des résumés, des choses comme ça. Est-ce que vous êtes déjà rendu là ou pas vraiment? L'IA n'est pas rendue là, mettons, à nous aider à ce point-là pour gérer, mettons, un programme architectural. T'sais, l'IA, c'est cool, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le programme, qui gère l'intelligence artificielle pour que ça, au final, on ait qu'est-ce qu'on veut. Là. Ça prend quand même des humains derrière tout ça pour réussir à Pour l'instant. Midjourney. Pour l'instant. Peut-être que ça se gère tout seul. Ça va être le titre du podcast, en fait, pour l'instant. Pour l'instant. Mais en même temps, ça nous amène aux limites actuelles, Ouais. parce que je trouve ça intéressant. Samuel t'a dit tantôt, ça génère des images, ça génère pas de l'architecture. Donc, on est beaucoup dans l'esthétisme, le paraître, le tape à l'œil en ce moment. Je dirais que ça dépend de la personne qui utilise l'outil. C'est-à-dire que si c'est ça que tu recherches, c'est ça qui va générer. Mais après ça, c'est de voir, tu sais, on le voit, on parlait de la pratique de Grégory, justement. Je ne sais pas si on peut dévoiler. Vas-y. Ah oui, non. Avec sa pratique architecture mécanique, c'est ça, sur Instagram. Mais en fait, on voit qu'il associe des thèmes qui sont propres à des lieux québécois dans une architecture qui, elle, est générée par une intelligence artificielle. Donc, on n'est pas nécessairement dans le tape à l'œil, mais on est vraiment plus dans une réflexion presque quasi locale, disons, avec ça. Et de l'autre côté, ben, c'est ça, nous, on travaille avec ça pour faire transposer éventuellement des thèmes architecturaux plutôt que d'avoir éventuellement l'image d'un produit fini. Marianne, tu parlais de Pinterest. En fait, on veut éviter l'effet Pinterest, c'est-à-dire que ces algorithmes-là, ou en fait ces outils, ces instruments d'intelligence artificielle-là, bien, en fait, sont développés, sont entraînés sur des bases de données. Donc, Midjourney ramasse à peu près toutes les images possibles gratuites sur le web. Ils s'entraînent là-dessus. Après ça, il y a des outils qui vont se développer sur des bases de données plus ciblées, qui on pourrait lui demander de s'entraîner sur des bons projets d'architecture pour générer finalement quelque chose qui entre dans notre registre, comme on considérerait ça comme étant des bons projets. Et après ça, en fait, l'idée, c'est que ça génère énormément d'images. Donc, en fait, la question de la quantité, c'est plus un problème. Après ça, c'est la question de la qualité. Donc, tu sais, il faut devenir commissaire un peu de ton travail. C'est-à-dire que si tu génères 1000 images, bien, ils sont peut-être tous, ou en fait toutes, esthétiquement plaisantes, mais elles ne sont pas toutes pertinentes pour ce que tu veux faire. Donc là, il y a un choix. Donc, le regard critique, en fait, du concepteur est hyper important pour ça. Et là, on choisit et on avance avec les images qu'on veut poursuivre. Bien, c'est un peu ça. En fait, le danger un peu derrière ça, c'est qu'il n'y ait plus la personne pour... ça prend quand même l'architecte derrière la sélection de qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui est intéressant à voir. T'sais, s'il n'y a pas la personne derrière pour sélectionner, au final, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Là, ouais. S'il y a pas de... mais je dirais que pour faire le parallèle avec Pinterest, c'est exactement la même chose, dans le sens que, bon, moi, j'ai l'expérience des étudiants, c'est-à-dire qu'un étudiant qui va faire une bonne analyse de précédent, disons, qui regarde les plans, les coupes, les images, les rendus, les photos, etc., qui lit un peu sur l'architecte, c'est quoi sa pratique, c'est quoi ses intérêts, bien, ça va devenir, enfin, une bonne analyse. Un étudiant qui trouve une image sur Pinterest et qui dit « Ah, ça, c'est mon précédent parce que je le trouve beau. » Mais je ne sais pas c'est qui l'a fait, je ne sais pas dans quel contexte. Bien, en fait, on est sur le niveau zéro. Donc, c'est là que, en fait, l'outil de Midjourney ne nous sauve pas tout, parce que dans le sens qu'on peut arriver à ce même niveau-là, mais on peut le faire évoluer pour rentrer plus en détail là, dans la précision, disons, du précédent, la précision du concept. Est-ce que l'intelligence artificielle est créative? C'est moins architectural un peu, mais il y a eu... vous connaissez le jeu de Go? Le jeu de table là, oui, d'origine oui. chinoise. Oui. Je sais pas où tu t'en vas avec ça. Mais oui. OK. Donc, c'est les pierres blanches et les pierres noires. Et en fait, ils ont essayé de reprendre un peu le jeu humain contre intelligence artificielle, comme ils avaient fait avec Kasparov contre Deep Blue pour les échecs. Les échecs, oui. Mais en fait, le jeu de Go est vraiment plus complexe que les échecs. Donc, ils ont développé une intelligence artificielle beaucoup plus développée que ça. Et ils ont fait enfin un tournoi. Donc, ils ont pris le meilleur joueur de Go au monde en 5 matchs contre l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a gagné 4-1. Mais au-delà de ça, en fait, il y a eu un moment clé en fait, il y a plusieurs personnes qui identifient ça comme étant le moment charnière de l'intelligence artificielle. Il y a eu, ça s'appelle le Move 37, donc le coup 37 d'une certaine partie. Et le coup 37, en fait, l'intelligence artificielle vient déposer une pierre complètement en dehors du jeu, donc vraiment très loin de l'action. Et là, tous les spécialistes sont comme « Oh,
la machine s'est trompée, it's a bad move, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, l'humain qui réagit à ça, ça lui prend 12 minutes à essayer de dire, OK, c'est quoi mon prochain move? C'est quoi mon prochain coup? Est-ce que je vais contrer ce qu'il est allé faire là à l'autre bout? Ou est-ce que je continue ma bataille que j'ai ici? Et finalement, il décide d'ignorer le geste de l'intelligence artificielle. Et à travers ça, en fait, les coups vont commencer à se suivre et l'intelligence artificielle développe une stratégie à partir de ce coup-là qui était complètement éloigné et va gagner la partie comme ça. Et là, ils se sont dit, c'est probablement un des premiers moments où l'intelligence artificielle a été créative. Oui, créative. Et en fait, de la manière que ça s'appelle AlphaGo, l'intelligence artificielle derrière ça, et ils peuvent demander à AlphaGo quelle est la probabilité qu'un humain aurait joué ce coup-là. Et c'était 1 sur 10 000 que l'humain aurait pu jouer ce coup-là. Fait que tout le monde s'entendait pour dire c'est un mauvais coup, c'est une erreur. Et finalement, elle a inventé une nouvelle façon de jouer, une nouvelle stratégie par rapport à ça. Et donc, moi, je pense que quand on va voir ce moment-là en architecture, je pense que là, il y en a plusieurs qui vont avoir des sueurs froides. Et oui, donc, éventuellement, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait inventer un nouveau mouvement architectural? Tu sais, c'est un peu ça la question. Est-ce que... J'aurais tendance à dire que oui, mais pas tout de suite. C'est jamais vu. Oui. La créativité, on voit souvent ça comme un mélange d'idées. En tout cas, moi, je vois souvent ça comme une bonne idée. C'est souvent une idée à gauche, une idée à droite, mélangées ensemble. Tout à coup, personne n'a jamais pensé à cette idée-là. L'intelligence artificielle est très bonne pour faire ça. C'est-à-dire que tu peux dire, je sais pas, prends du poil, mets ça sur ça, puis là, boing, ça va te faire une architecture poilue. Une combinaison saugrenu un peu, puis ça t'arrive à te faire un truc assez rapidement. Je pense que ça, c'est une aide à la créativité. Mais là, c'est toujours de savoir c'est qui est créatif derrière ça, parce qu'au final, moi, si on m'avait dit poil et tel autre truc, probablement que le résultat n'aurait pas été celui de l'IA. Pas du tout. Mais à partir de là, c'est quand même super intéressant. Ça, c'est cool là, pour les personnes qui n'ont jamais essayé Midjourney, là, de mélanger des idées là-dessus. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce que ça peut faire? Si on poursuit un peu sur la question de l'architecte concepteur, là, parce que vous le dites, la machine produit des images, d'un peu partout, se laisse influencer et tout ça. Et l'architecte, justement, qu'on connaît aujourd'hui, le Greg de ce monde qui dessine fait un peu de sketch, puis après ça sur Revit et tout ça. On réserve quelle place à l'architecte concepteur du futur dans la mesure où on va avoir une machine qui va pondre 8 concepts sur un paramétrage qu'on va lui donner? J'ai l'impression, quand je vous disais en introduction, je suis inquiet pour ça. J'ai l'impression qu'il y a une portion du métier, peut-être moins en gestion de projet, peut-être moins en administration, mais la partie plus conceptuelle, qui est quand même importante, qui est l'expérience qu'on veut donner, l'intégration à un voisinage, etc., est un peu en jeu. Je me trompe? Effectivement. Moi, j'ai l'impression que l'architecte va devenir... il y a une bonne partie des architectes qui vont paramétrer, en fait, qui vont devenir des gens qui paramètrent, qui gèrent des données d'une certaine façon, qui s'assurent de rentrer les bonnes données pour que l'IA puisse les aider à faire ce qu'ils veulent faire. Mais il va y avoir quand même une bonne partie de ça dans le futur. C'est-à-dire que les gens vont peut-être moins dessiner, vont paramétrer. C'est un peu spécial de se dire ça. Puis quand on dit paramétrer, ça veut dire être un programmateur, rentrer ce qu'on appelle des prompts, là, donc des mots-clés pour générer quelque chose. Donc, l'architecte va devenir un programmeur informatique. En fait, cette chose-là, elle est là. Donc, on peut choisir de l'ignorer, mais elle va rester là. Ou on peut choisir d'essayer de l'intégrer, puis de réfléchir à comment on peut intégrer finalement dans l'intelligence artificielle dans un processus dans lequel on est à l'aise et on développe en fait notre réflexion. Et pour moi, en fait, l'idée du prompt n'est pas nécessairement mauvaise parce que faut que tu saches quoi demander à l'intelligence artificielle pour générer ce que toi, tu as en tête un petit peu, ou du moins aller dans cette direction-là. Donc, ça prend une clarté à la fois du langage. Donc, je donne souvent comme citation à mes étudiants de Wittgenstein qui disait « Les limites de mon langage sont les limites de mon monde ». Mais dans ce cas-là, c'est littéralement vrai. Si tu n'es pas capable d'expliquer ce que tu as en tête par le langage, Midjourney ne sera pas en mesure de te fournir nécessairement ou de te comprendre simplement par télépathie. Là. Donc, il faut arriver à exprimer, en fait, de façon écrite ces éléments-là. Après ça, on peut l'intégrer dans un processus qui va générer aussi, ou en fait, qui va utiliser, par exemple, le dessin
Il y a plein d'outils d'intelligence artificielle où on peut intégrer un sketch et là, il te fait sauter, disons, quelques étapes, disons ça comme ça. Il te génère des images basées sur ce sketch-là. Après ça, on peut éventuellement aussi faire des allers-retours avec des modèles 3D. Donc, je pense pas que ce soit une ligne franche, linéaire qui nous mène à un cul-de-sac pour la discipline architecturale. Je pense que c'est des moments où on intègre selon nos termes aussi. C'est-à-dire que, je vois beaucoup de similitudes avec le début du numérique en architecture, où en fait, pour certains, ça a été une révolution. Il y a des gens qui avaient ces idées-là en tête. Mettons, pensant à Gary, Zahadid et compagnie, c'est pas les logiciels qui leur ont fait faire les projets qu'ils ont faits. Ils avaient ces idées-là en tête et le logiciel devient un peu l'élément liant pour les mener jusqu'au bout. Après ça, tu as des gens qui vont utiliser les outils numériques comme un outil. Après ça, est-ce qu'il faut être inquiet pour l'avenir? Je pense que clairement, la façon dont on fait ou on réfléchit l'architecture va changer. J'ai l'impression qu'il y a les bureaux, il y a des grands bureaux qui vont avoir leur propre IA. Mhm. C'est-à-dire qu'ils vont avoir leur propre base Ouais. de données, puis ils vont bâtir ça là-dessus. Ouais. Puis ils vont être capables de faire un projet à la manière de leurs architectes. C'est déjà le... Signature. Leur Ouais, mais signature avec ça, puis ils vont le c'est- développer. C'est déjà le cas. En fait, tu regardes, je parlais de Zahadid, mais Zahadid, en fait, le bureau de Zahadid. bureau de- Ouais, ouais, c'est c'est ça. Feu Zahadid. Coop Melblar fait ça, mais en fait, là, ça devient, je trouve, extrêmement inintéressant de faire ça parce que ça devient un système fermé. Ben là, dans le fond, tout ce qui va sortir de cette IA-là, ben, en fait, c'est du Zaha pré-mâché ou du Coop Melblar qui se ressemble aussi. Donc, je pense que les intrants multiples sont, pour moi, les bienvenus dans ça parce que on parle d'une question d'originalité. Je pense que pour l'instant, le rôle de l'architecte, c'est de s'assurer qu'il y a de l'originalité dans ce qui sort de ça. Bon, c'est super intéressant ce que vous dites parce que ça nous amène à la question porte-à-faux. C'est quoi la question porte-à-faux? C'est un invité dans un autre épisode de Autre Perspective. On lui a posé la question, justement, que pensez-vous? Est-ce que l'architecte, en fait, la question d'aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle va rendre les architectes paresseux ou performants? Et celui qu'on a le goût de vous faire entendre aujourd'hui, c'est Éric Pelletier. Éric Pelletier de chez Lemay, architecte concepteur. Il en avait long à dire. Qui en avait long à dire. Et un de tes collègues, justement, à l'Université Laval, Samuel. Alors, je vous laisse écouter ce qu'il avait à dire. J'ai peur que ça soit le dernier coup dans le cercueil. Parce que ça va nous enlever tout le facteur humain qu'on a dans notre profession, comme pour les cinéastes, comme pour les gens qui composent la musique, comme pour les artistes, comme pour les écrivains, comme pour les graphistes. Ça va nous enlever ce côté-là, ce côté humain. Oui, ça va automatiser des tâches comme AutoCAD a automatisé des tâches comme Revit le fait, mais Revit, pour moi, c'est un outil. AutoCAD, c'est un outil. C'est la personne qui est derrière. Mais si tu n'es pas capable de dessiner un projet juste avec un crayon, au moins avec ta tête, puis d'être capable d'expliquer le projet, puis tu utilises ChatGPT pour te sortir une approche conceptuelle qui va te donner un projet par la suite avec une volumétrie, puis tu n'as rien fait, bien, c'est quoi ton rôle comme architecte? Réaction? Bien, c'est un peu vrai. Tu sais, je comprends son point de vue vraiment, parce que d'une certaine manière, c'est comme si on assistait à, je vais le dire dans mes mots, mais comme une industrialisation ou une automatisation du processus de création de l'architecture. Tu sais, c'est quand même ça à quoi qu'on va assister. C'est-à-dire que tout le processus de création s'automatise, fait qu'on va assister où il va y avoir les grands bureaux, dans ma tête, là, d'un côté, il va y avoir les grands bureaux qui vont faire une architecture sur une base avec une automatisation de plein de facteurs, puis il va y avoir les plus petits, peut-être, qui vont faire une architecture faite à la main, un peu comme dans l'industrie du vêtement ou dans d'autres... Plus artisanale, on va dire ça comme ça. L'architecture artisanale, puis l'architecture comme plus automatisée sur certains facteurs. Parce que faire un méga hôpital, exemple, c'est le fun d'avoir de l'IA derrière toi pour t'aider. Un programme d'un PFT d'hôpital, j'en fais pas d'hôpitaux, mais je me dis que ça doit être quand même vraiment le fun quand l'IA peut t'aider à gérer la négociation entre les différents espaces. Par contre, d'un autre côté, tue la créativité derrière tout ça. Oui, il y a un réel danger. Moi, je pense qu'il y a une dérive là-dessus qui est quand même possible. Mais c'est parce que tu parlais de Pinterest qui vient uniformiser. Veux pas, à un moment donné, si moi, de mon côté, j'ai inscrit 8 mots-clés pour générer une image ou un concept, puis que Greg décide de mettre à peu près les 7 mêmes mots-clés, puis il y en a un différent, à un moment donné, les images vont finir, j'imagine, par se ressembler. Oui. J'aurais tendance à, pour répondre à la question, il faudrait peut-être définir le facteur humain. Mm-hmm. C'est-à-dire, est-ce que tout ce que les humains font est exceptionnel?
est-ce que tous les projets d'architecture faits par un humain, dessinés à la main, sortir de la tête du concepteur, sont bons? Mais ça, c'est une bonne question. Ouais. Est-ce que l'intelligence artificielle peut justement venir aider les bureaux qui, pour différentes raisons, auraient moins le temps, moins l'énergie, moins les bonnes personnes pour amener Plus de un qualité, aspect finalement. conceptuel Ouais. plus élevé? Est-ce que ça pourrait être un outil intéressant? Ouais. Je pense que c'est aussi ça, je dirais, un problème quand Éric mentionne AutoCAD et Revit. Pour moi, et AutoCAD et Revit n'a absolument rien changé dans la profession d'un point de vue de qualité architecturale. Non, c'est ce qu'il disait. C'est un outil, puis ça Exact. dépend de celui qui est en arrière. C'est ça. Alors que... On pourrait qu'on en discute. oui, oui, oui. Ah, oui. ben, allez-y, Alors, allez-y. alors, on vous écoute. Moi aussi, je trouve que Ben, c'est il y a quand discutable même, à certains je pense égards. que Ouais. encore aujourd'hui, on peut reconnaître un bâtiment qui a été fait sur Revit. On sent qu'il y a quelque chose. Revit, Mais je sais pas si c'est parce qu'on par n'est une pas qualité encore positive ou par une qualité négative? on sent quelque chose de différent. Marianne, et c'est peut-être parce qu'on n'est pas encore assez habile avec cet outil-là, peut-être qu'on ne le maîtrise pas assez. Ouais. On sent que ça influence la conception, qu'on est un peu pris avec un outil qu'on maîtrise. OK, oui, oui. Non, ça, je te le Ou concède. agile un peu sur certains... Oui, oui. Mais tu sais, ça a surtout amélioré une espèce de productivité dans l'agence, mais ça n'a pas changé les idées À fondamentales de certaines étapes, l'architecture. j'oserais dire. Oui, c'est ça, exact. Ouais, Oui, puis oui. toute l'éthique derrière ça aussi. Tu sais, si tu scelles un plan fait par une IA à 100 sans jamais le regarder, là, c'est un saut de complaisance de l'IA. Ben, là, ça je sais pas, pose il y a plusieurs vraiment- ça marche pas. Et l'IA peut se tromper aussi. Oui, il y a des bonnes chances. Ouais, ouais, parce c'est qu'elle ça. peut s'auto-référer. Non, mais je m'en allais exactement dans cette direction-là. Ça amène des questions éthiques, des questions Ouais, déontologiques. Si l'architecte fait générer, au lieu de fait générer avec des mots-clés, une image, puis des concepts, puis des plans, à qui appartiennent ces plans-là? Est-ce que bientôt, on va voir un projet Agence spatiale et Midjourney en consortium? Non, mais- Mais tu sais, oui, tu sais, c'est une façon de voir les choses. J'ai l'impression que ça va... tu sais, que la personne qui est derrière le prompt ou qui est derrière... je veux dire, ça ne s'auto-génère pas encore tout seul, tout ça. Il y a quand même quelqu'un derrière. Après, il y a quand même tous les logiciels qui vont permettre d'intégrer ça, là, que ça pose une autre question. Tu sais, il y a des fois un projet monté sur Revit. Là, Revit, c'est quoi sa part là-dedans? Là, tu sais, d'une certaine manière, on peut poser la question là aussi. Il y a des choses qui sont pré-générées. Il y a des familles. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on prend dans ces logiciels-là qui sont des fois tout faits. C'est quoi la part de chacun dans un projet d'architecture? Je veux dire, je parlais tantôt d'hôpitaux, mais des fois, il y a aussi un consortium de 5 bureaux d'architectes. C'est qui le créateur derrière tout ça? C'est quand même un travail d'équipe, l'architecture aussi. C'est pas comme un travail... Oui, fait mais on par parle de 5 personne. concepteurs ou 5 architectes qui Oui. sont dans le même Mais bureau, je qui t'assure ont, qu'ils qui ont sont pas travaillé tous les- ensemble. Il y a beaucoup de monde Ouais. dans l'équipe. Ils sont peut-être une centaine finalement à tenir le crayon. Bien sûr, mais ça reste des humains d'une firme, Oui, oui. employés, tout ça, qui ont une responsabilité, qui appartiennent à... Là, si c'est la machine, ça amène Mais il quand va y même une avoir autre un humain dimension. derrière cette machine-là. Moi, c'est ça. C'est toujours l'impression que Pour j'ai en l'instant. travaillant avec l'IA. Pour Pour l'instant. pour revenir. Pour l'instant. Mais pour l'instant, il y a toujours un humain derrière la Il machine. faudra que l'intelligence artificielle prenne son assurance. alors. Oui, oui. Mais non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. ça. Tu sais, que les clients, il va falloir qu'ils poursuivent l'intelligence artificielle quand il va y avoir des vices de conception. Je ne sais pas si ça va jusqu'où, tout ça. C'est quand même... Mais je sais que la question Ouais. déontologique, ça te préoccupe, Marianne. Ben oui, d'une certaine manière. Tu sais, moi, je suis bien à l'aise à vouloir intégrer l'intelligence artificielle parce que je pense que de toute façon, c'est inévitable. Fait qu'aussi bien, au contraire, l'adopter puis être capable de jouer avec elle plutôt que de la renier puis de se faire rattraper de tous les côtés de toute façon par ça. Puis justement, j'ai l'impression que si si la plupart des architectes ou une masse d'architectes s'intéressent à ça puis essaient de voir comment ça pourrait nous aider, imaginez si l'IA pouvait nous aider à faire des répertoires de tous les matériaux recyclés, puis qu'on était capable d'intégrer ça de manière un peu créative dans des projets. Ça peut amener d'autres créativités, puis des choses qui sont hyper utiles, qu'on serait jamais capable de faire. Parce que ça change, ça évolue rapidement, Après, puis se mettre à ça prend jour. les gens qui vont faire toutes ces choses-là derrière pour être capable de créer ça, mais imaginez, ça serait possible. Tout à coup, ça ouvre la créativité. Tu sais, c'est pas nécessairement négatif. Moi, j'ai l'impression que ça peut ouvrir Ah, mais ça, plein c'est de choses, fantastique. faire J'imagine, aussi. justement, on parlait de quelque chose d'aussi bête que faire un stationnement ou tout ça, mais même des matériothèques qu'on doit mettre à jour constamment et tout ça, ça, c'est sûr que ça va être tellement bénéfique. Oui. Et celui qui devait se taper la mise à jour de la matériothèque, j'en vais être tellement heureux de ne plus le faire. Là. Non, mais c'est ça, pareil. Mais on le fait déjà plus. Tu sais, nous autres, en tout cas, on a un raindrop. On a des avec représentants ça. Ouais, là, qui- c'est fini déjà. Là. Non, mais en fait, la question de la responsabilité est importante parce que ça revient un peu aussi à la question du droit d'auteur, c'est-à-dire si on génère une image ou si on génère un texte ou si on génère un projet, est-ce que c'est une responsabilité qui est partagée? Donc, est-ce qu'on est à deux auteurs, l'intelligence artificielle et moi?
Ben, si oui, ça, va falloir clarifier cet élément-là parce que s'il y a des problèmes déontologiques, en fait, il faut voir effectivement la distribution du blanc jusqu'à un certain point. Mais pour l'instant, le gros problème de l'IA, c'est que ça fonctionne un peu comme une boîte noire. C'est-à-dire que on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, mais on ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé entre les deux. Et donc là, en fait, il va peut-être falloir ouvrir cette boîte-là si jamais il y a des prises de conscience de responsabilité. Mais en même temps, vous parlez de vice de conception. Moi, j'ai l'impression que juste au niveau de l'ordre et tout ça, il y a toujours quelqu'un qui va devoir mettre son sceau dessus, valider les plans et tout ça. Donc, on va toujours avoir des architectes qui vont devoir valider des plans, réviser tout ça. Donc, je sais pas, les vices de conception, on dirait que ça m'inquiète moins dans la mesure où, oui, l'intelligence artificielle va te générer quelque chose, mais après ça, il y a l'humain derrière. Oui, il y a une responsabilité professionnelle qui reste. Puis, tu sais, ça, je pense que étrangement, notre code de déontologie nous protège beaucoup par rapport à ça. Fait que, ça m'inquiète beaucoup moins, ce volet-là, dans le sens où j'ai l'impression qu'on nécessairement, on est quand même protégé par le fait qu'on doit sceller un plan, on est responsable de qu'est-ce qu'on scelle. Après ça... Mais on s'entend que s'il y a une amélioration qui continue de façon effrénée de ce côté-là, ben en fait, il va y avoir un danger de devenir dépendant de ces outils-là puis de perdre la connaissance de base pour être capable de les analyser. Absolument. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à garder en tête. D'être plus capable de faire l'architecture. Non, c'est ça, mais ça revient à la question. Non, mais c'est important. Ça me fait penser au GPS. Il y a quelques années, les gens, on utilisait notre mémoire, on se souvenait des lieux. Oui, tu tournes à... Ben non, mais c'est ça, on ne se souvient plus de rien parce qu'on n'exerce plus la mémoire de la même façon. Il y a des gens qui ont fait 10 fois le même parcours jour après jour, puis tu leur demandes sans GPS, puis ils s'en souviennent plus. Mais avant, c'était tu tournes dans la Maison Rouge, tout ça. Le numéro de téléphone, même chose. On se rappelait des numéros de téléphone de nos amis, du voisinage et tout ça. Voilà, le danger sur le GPS, j'allais dire, pour faire une référence à The Office, en fait, là, ça va être d'être Michael Scott puis de suivre aveuglément le GPS jusqu'à temps que la voiture rentre dans le lac, en fait. Donc, en fait, non, mais c'est ça le danger, c'est qu'il nous dit de tourner à droite, il n'y a plus de route, c'est le lac, puis ben, en fait, il va quand même parce qu'il suit le GPS. Donc là, c'est la distance, en fait, critique face à cet outil-là je pense qu'on se doit de conserver. Donc, Et même au niveau, toi, au niveau de l'université, Samuel, la question éthique, tu l'abordes de façon très concrète aussi avec tes étudiants? Oui, puis tu sais, quand je parlais de réfléchir de mon côté avant de commencer à enseigner ça, c'était surtout, pour moi, c'était de voir à quel moment dans les études, ou disons, c'est le plus safe ou le plus, disons, le meilleur endroit, disons ça comme ça, pour commencer à discuter de ça. Est-ce qu'on donne ça à des premières années qui n'ont jamais touché à de l'architecture ou qui n'ont jamais créé quelque chose d'architectural? Bien là, je pense que ça devient un problème assez rapidement. Alors qu'à la maîtrise, bien, je trouvais que les étudiants avaient justement un regard critique assez aiguisé pour être capable d'en prendre et d'en laisser. Et la première année, en fait, qu'on a intégré ça dans le processus de conception, en fait, il y avait énormément de discussions et de malaise, disons-le comme ça, à savoir, OK, qui est l'auteur de cette image que j'ai générée? Est-ce que j'ai le droit... moi, je viens de parler avec Midjourney. Il m'a généré une image. Est-ce que je la mets sur ma planche? Est-ce que c'est mon projet? C'est intéressant, ça. Est-ce qu'il faut dévoiler qu'on utilise l'intelligence artificielle? Tu sais, maintenant, Instagram met une petite étiquette générée avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'éventuellement, quelqu'un qui l'utiliserait dans un concours, par exemple, devrait l'indiquer ou est-ce que c'est comme un peu notre secret, c'est notre outil? Bien, je te dirais, l'œil averti va le voir. Oui. Petite notice, là, pour intégrer... Mais ça dépend, tu sais. Moi, je dirais que personnellement, je vais avoir un malaise si 100% de ce que je regarde à la fin est fait par l'intelligence artificielle, tu sais. Après ça, si tu l'as intégré dans ton processus par une sorte de jeu de ping-pong pendant la conception, bien, en fait, j'ai peut-être pas besoin de le savoir tant que ça. Comme, est-ce que vous citez tous vos précédents que vous avez regardés pendant que vous avez fait votre projet? Peut-être pas, tu sais. Mais si tu copies Peter Zumthor à la fin, on va se dire, attends, il y a quelque chose que je reconnais ici. Donc là, je pense que c'est un peu tout dépendamment de où tu l'utilises dans le processus et à quel point, en fait. J'essaie de voir l'impact aussi auprès des clients. Parce que là, on commence à le voir. Puis je sais pas, Marianne, toi, bon, les gens arrivaient il n'y a pas si longtemps et encore les maisons avec Pinterest, puis les mood boards et tout ça. Là, bientôt, et c'est déjà un peu le cas parce que je parlais à d'autres architectes qui me disaient, on a des clients qui nous arrivent avec des images générées sur Bing ou générées sur différentes plateformes. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que le client se transforme aussi en architecte et finalement, va vous voir après avec une image en main et disent, bon, ben, gars, peux-tu me faire ça? Je l'ai déjà pas mal, mon concept, là.
Ben, c'est déjà arrivé avec Pinterest, en fait. Tu sais, au départ, en fait, là, c'est drôle parce qu'au début, quand Pinterest est arrivé, tous les architectes, ou à peu près, en tout cas, j'ose croire, la plupart étaient quand même assez contents parce que tout à coup, les gens arrivaient avec une espèce de référence architecturale, puis on se disait « Waouh, cool, mon client, tu es un petit peu plus éduqué que peut-être auparavant. » Il y a quand même une petite réflexion, puis c'était facile à chercher, donc on arrivait avec ces références-là. Maintenant, après ça, après un certain nombre d'années, on trouve que les images se ressemblent beaucoup, les choses sont pas mal pareilles, le monde tourne un peu en rond autour des mêmes références, parce que tout le monde cherche la même chose. Mais après, avec l'intelligence artificielle, ben là, tout à coup, ces références d'images-là qui sont mises dans un genre d'espèce de prompt pour que quelqu'un vienne voir avec une image. Puis au final, tu as une espèce d'image, un collage, image, Midjourney de quelque chose, ou direct dans Facebook maintenant, parce que tu peux le faire direct avec Meta, d'un projet référence, mais qui marche pas, puis c'est un peu drôle, qui ressemble un peu à rien. Puis on parle de ça, mais des fois, dans la tête des clients, c'est très, très fixe, cette image-là. Tout à coup, vu que c'est visuel, sa salle de bain, elle veut qu'elle ressemble à ça. Son espace comme ça serait le fun que ça ressemble à telle image. Mais soit que ça se peut pas, ou soit que c'est un peu un tue la créativité, d'une certaine façon. Parce qu'on n'a peut-être pas envie d'aller toujours dans la même type d'image, tout ça, puis il faut donner la latitude d'aller un petit peu plus loin avec les clients ou leur proposer d'autres choses. Mais c'est comme si tout à coup, les images devenaient un peu plus rigides. Les références, les modes sont très présentes là, en architecture, les couleurs, les types de scies. Oui, les tendances. Oui, les tendances. Mais c'était peut-être moins marqué à un certain moment, ou du moins plus flexible, ou moins... Il y avait plus peut-être une grande confiance dans le designer pour... faire quelque chose de beau. Tu sais. Je pense que le problème, c'est l'image, en fait. Parce que ce soit Pinterest, que ce soit un précédent même extrêmement architectural, si le client arrive avec ça et dit « c'est ça que je veux », ben, tu es pris un petit peu à te défaire de cette image-là. Et je pense que peut-être que d'autres outils d'intelligence artificielle qui ne sont pas dans la génération d'images, mais qui sont peut-être plus dans le dialogue, pourraient permettre au client de dénoncer, en fait, ce qu'il recherche, sans arriver à la création d'une image qui reste figée dans sa tête comme ça, puis que peu importe ce que tu lui présentes, tant que c'est pas ça, il y a un doute, tu sais. Ça me fait penser un peu à l'architecte Richard Neutra, on remonte à loin, là, mais en Californie, il mentionnait qu'il trouvait que le client faisait souvent une sorte d'idéalisation de sa vie quand il allait voir l'architecte. Et donc là, lui, il a développé... Oui, c'est ça. Et il s'est mis à, on va mettre ça entre guillemets, là, espionner ses clients pour voir justement comment ils vivaient réellement dans la vie de tous les jours, pour essayer de mieux les comprendre, pour générer une architecture qui répondait réellement à leurs besoins et pas à l'image de ce qui se faisait de leur vie. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est là, dans le dialogue, ça peut peut-être être plus intéressant, je pense, que dans... Le questionnaire un peu. Oui, ou tu sais, juste parler je sais pas, j'imagine, parler avec ChatGPT et tout ça, ou une IA comme ça, un robot conversationnel, disons, qui cible sur des discussions architecturales ou des discussions, disons, de mode de vie. Je pense que ça pourrait être quand même assez intéressant. Il faudrait faire... moi, je serais intéressé à le faire. Puis à la manière de ChatGPT, 10 points. En 10 points, oui, c'est ça. Parce que tu disais tantôt, si je vois un projet 100% fait par l'intelligence artificielle, ça va me fatiguer. Mais on s'entend qu'il y a beaucoup de clients, probablement, qui, eux, ça leur passe par-dessus la tête. Ils ne veulent pas un grand projet, ils veulent un projet fonctionnel, etc., qui rentre dans un budget X. Donc, eux, intelligence artificielle ou pas, ça va rejoindre quand même beaucoup de gens, j'ai l'impression. Puis ça va avoir un impact, donc, peut-être sur non seulement le rôle de l'architecte, mais un impact économique, peut-être même sur les firmes, si quelqu'un arrive avec des concepts puis des... Mais je pense que ça va aussi, à chaque nouvel outil ou à chaque nouveau changement de paradigme, on s'inquiète beaucoup sur, disons, tous les emplois qui vont être perdus par rapport à ça, mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont créés qu'on n'était pas capable d'imaginer. Tu sais, quand l'informatique est arrivée, tu parlais de programmeurs tout à l'heure, en fait, les programmeurs informatiques n'existaient pas, ou en fait, c'était vraiment pas la même chose quand l'ordinateur est arrivé, puis là, qui est devenu un peu grand public, répandu partout. Donc, je pense qu'il va y avoir aussi une sorte de vague de nouveaux emplois. Il va y avoir des architectes qui vont développer, en fait, je pense, des branches peut-être plus précises dans ces idées-là. Grégory, tu seras à l'avant du peloton. À l'avant du mouvement. Non, mais c'est drôle parce que j'allais en fait, je m'en allais dans l'autre sens en me disant, comme on va produire beaucoup plus rapidement certains éléments, des plans, des concepts, etc.,
Est-ce qu'on va pas, au contraire, réduire le nombre d'architectes dans un bureau parce qu'au lieu de prendre 2 mois à faire tel plan ou tel concept, Ou avoir des ça semaines va de 3 jours. Ou des semaines... Oh! Des semaines de 3 jours, c'est Ah, bon, ça. ça? Ah, j'y crois pas, moi, ça. Non? Ben, je sais Non, pas, dans le je pose la sens, question. J'ai vraiment l'impression, la quantité de choses auxquelles on doit répondre, de normes, il y a vraiment beaucoup d'intrants, puis ça se multiplie, là. Tu sais, c'est comme exponentiel, là. Tout à coup, il faut calculer le carbone intrinsèque, il faut calculer ci, il faut vérifier ça. Tout ça, on s'auto-génère du travail là, à l'infini. Là. Pour vrai, On est spécialiste dans ça. on est spécialiste dans s'en mettre beaucoup. Là. Fait que, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir moins d'architectes. Au contraire, ils vont peut-être faire plus de choses qu'ils veulent vraiment faire. J'espère que ça va être ça, en fait. J'espère vraiment que ça va nous permettre de faire plus de conception, au contraire, d'aller moins dans, c'est ça, faire une toilette. Là, ou je sais pas, ça fait nous tente Je moins. venais à la défense des toilettes. Moi, j'adore les toilettes dans les bons projets moi aussi. d'architecture. Je trouve ça vraiment le fun. Moi, je visite mais, toujours les toilettes Ah oui? de restaurant pour voir si Euh, le non, design non, de la toilette mais- est intéressant. Moi, je veux faire un atelier dédié à la toilette comme ça. Non, mais tu vas voir, il y a des grands projets d'architecture. Il y a même un film qui s'est fait récemment de Wim Wenders sur Perfect Days, où c'est un Japonais qui va nettoyer les toilettes au Japon. Et donc, en tout cas, je viens à la défense des toilettes. C'est juste ça que je voulais dire. J'adore les toilettes, mais tu sais, placer dans Revit la petite truc de, Oui. de papier. Ce type de toilette-là, je te te l'accorde, Puis oui. après ça, on pourrait choisir le modèle, maintenant. Il y a bien des gens qui vont se reconnaître en toi, Marianne. Là, avec Greg, on essaie d'évoluer. Est-ce qu'on va avoir un thème? Est-ce qu'on ne le sait pas encore? Moi, Il je n'a veux une pas encore musique. donné de Moi, je nom. veux- Greg Ah veut oui. une musique. Fait que là, pour l'instant, on est juste à la question de Greg. Donc, la question roulement, franche. Bon, tambour vas-y, compte. on t'écoute. Mais en fait, c'est une question qui revient souvent, donc j'avais envie de vous la poser. L'impact environnemental de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose dont on doit se soucier ou est-ce que ça fait partie de la game, il faut l'accepter? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut se soucier absolument. J'ai lu, en fait, je n'ai pas la source exacte, là, mais j'ai lu quelque part que de générer, par exemple, une image Midjourney, ça équivaut à une recharge de téléphone. Donc, imaginez-vous là, le nombre d'images qu'on génère. On est là, c'est génial, on peut générer plein d'images. Mais à chaque image qu'on génère, ça prend autant d'énergie qu'une recharge de iPhone ou en fait Fait que par la d'Android. quantité, ça a un Ben, impact. ça a un impact immense. Donc, je pense qu'il va y avoir... il va falloir réfléchir à ça et il va y avoir, en fait, une prise de conscience clairement, à la fois, je pense, pour les architectes, mais aussi pour le monde entier. Tu sais, il y a un parallèle à faire avec, par exemple, les entrepôts d'Amazon. Tu sais. On se fait livrer des trucs à la porte, c'est génial. Ça arrive en 24 heures avec Prime. Après ça, on se rend compte qu'il y a des entrepôts qui sont distribués partout, qui prennent du terrain, que tu as des livraisons sans arrêt qui polluent et tout ça. Donc, tu sais, je pense qu'il y a le produit fini, puis il y a toute la réalité autour. Puis je pense que là, pour l'instant, on focalise beaucoup sur le produit fini, mais je pense qu'on va avoir une responsabilité importante à ouvrir le regard pour comprendre ça, puis réagir aussi face à Donc, ça. les architectes vont devoir compenser finalement à la fin de l'année dans leur bilan. Parce que je recevais une infolettre aujourd'hui d'un bureau au Québec qui disait on a réussi à décarboner nos activités de telle et telle façon. Mais là, vous allez devoir, avec votre agence spatiale, Marianne, acheter des crédits pour compenser l'énergie de Midjourney, de ChatGPT. J'ai suivi un cours au MIT sur l'économie spatiale. En tout cas, je m'intéresse à beaucoup de choses. Puis c'est drôle parce qu'il parlait des bâtiments pour les bases de données, puis tout ce qui est justement la création d'images et puis toute la création de données. Puis ça serait probablement le futur d'aller les mettre dans l'espace parce que ça crée tellement de chaleur, puis c'est tellement comme problématique, en fait. Là, ça grandit beaucoup plus vite que la planète va être capable de le prendre, qu'il y a probablement des avantages à aller mettre ça dans l'espace. Fait qu'on va peut-être devenir des architectes de base D'où votre nom. Vous êtes des avant-gardistes, agence spatiale, parce que vous aviez prévu tout ça, là. Ouais, ben en tout cas, un jour, on va y aller, là. On va s'organiser. Allez concevoir. Faut sur juste la pas vie. virer comme Elon Musk. Ah non, ben là, on ira peut-être pas avec lui, là. En terminant, je serais curieux de voir avec vous des gens qui veulent se lancer un peu là-dedans, parce qu'on s'entend, il y a des bureaux qui ont fait le saut, des bureaux qui n'ont peut-être pas fait encore vraiment le saut ou à certains niveaux. On commence par où? On se forme où? Parce que j'imagine, vous, Marianne, vous l'avez un peu appris, contrairement à Samuel, qui a des étudiants puis vous êtes plongé là-dedans. Toi, Marianne, c'était pas ton cas, donc vous l'avez appris vous-même. Ça, comment on procède là, si on veut un peu s'initier et on n'aura pas le choix de rentrer dans le train? Là?
J'ai l'impression que la plupart des bureaux d'architectes doivent l'utiliser actuellement déjà avec Photoshop et tout ce que ça permet. En tout cas, j'ai l'impression peut-être pas, mais j'ai l'impression que les plus jeunes qui arrivent dans les bureaux vont l'utiliser. Donc, ils vont trouver que les images sont donc bien belles parce que tout à coup, il y a des plus jeunes qui sont capables de le travailler. Comment on s'initie à... Mais c'est parce que les outils ne sont pas encore tout à fait adaptés pour qu'on puisse l'utiliser d'emblée. En ce moment, qu'est-ce qu'on peut utiliser au day-to-day? J'ai l'impression que c'est vraiment Midjourney puis des outils plus dans l'image en tant que tel. Fait que ça s'utilise hyper facilement. C'est quand même assez aisé. Sinon, il y a ces fameux logiciels qui te permettent de prendre une image en 3D puis de générer plein de rendus à qui mieux avec toutes les couleurs, les finis, les matériaux, tout ça. Est-ce que c'est intéressant des fois? Est-ce que c'est un peu n'importe quoi? Oui, là, beaucoup. Là, c'est pas... C'est d'avoir le contrôle. Oui, mais ça, c'est rendu un point là, hyper important. ton modèle 3D dans le logiciel pour qu'il te mette n'importe quoi comme couleur, bien, aussi bien toi le contrôler directement dans ton modèle 3D. Je vois pas l'avantage, à part que ça te fait un beau... ça te met une petite poussière d'étoiles. Ça a l'air magique, là, mais sinon, au final, t'as pas un meilleur projet. Moi, je veux rebondir, en fait, premièrement, sur ce que tu as dit sur la notion de contrôle, parce que c'est hyper important. Je pense que c'est ce qui nous manque pour l'instant avec les outils, c'est-à-dire qu'on est capable de générer 200 images magnifiques, mais est-ce qu'on est vraiment capable d'amener l'outil dans une direction très claire? Ça va pas. Pas toujours, c'est ça. Donc, tu sais, il y a des dérives qui se font. Et donc, la question de contrôle, en fait, ça, c'est pour rassurer les architectes qui ont peur. Là. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important parce que finalement, on se doit de rester en contrôle ou du moins de jouer avec ce contrôle-là comme concepteur. Après ça, où apprendre ces choses-là? Moi, je prêchais pour ma paroisse, nécessairement. Je pense que ça passe par l'enseignement, en fait, par les études en architecture. Parce qu'effectivement, je pense que c'est assez simple de voir cet outil-là sur ce que ça peut générer de façon linéaire. Mais moi, je suis plus intéressé par prendre des chemins un peu plus sinueux. Je fais souvent... je parlais du texte tout à l'heure, mais pour démontrer en fait les capacités de l'outil, j'utilisais des textes de théorie architecturale qui parlent de qualité d'espace. Puis là, tu lis ça et tu dis, OK, est-ce que je suis capable de me figurer exactement de quoi il parle? Mais là, en fait, en décortiquant ça, puis en amenant ça dans l'outil, là, on est capable de voir finalement une sorte de transposition vers un espace possible. Et donc ça, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que, mettons, une production linéaire d'images. Et de voir après ça, c'est, comme je disais, de l'intégrer dans un processus plus large, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier tout ce qu'on a appris, comment on fait des projets, mais de voir éventuellement à quel endroit dans le processus on peut développer cette réflexion de l'IA, voir éventuellement, probablement qu'elle va croître, qu'elle va venir contaminer d'autres étapes, mais je pense que c'est vraiment dans un environnement d'apprentissage avec... une plateforme avec un regard critique. Je pense qu'on est capable de lire des textes, discuter. Puis je pense que la discussion aide beaucoup aussi entre les étudiants. Parce qu'eux aussi se posent la question à savoir est-ce que je suis en train de m'en aller dans une profession qui est en train de s'évaporer ou est-ce que finalement, je vais avoir du travail pour les 60 prochaines années, tu sais. Je nous donne rendez-vous dans 5 ans pour un autre verre de vin et tout ça et on réécoutera notre balado. Peut-être qu'on va rire de nous, on va se dire, mon Dieu, qu'on était dans le champ. Ou peut-être qu'on va se dire, quelle naïveté, exactement. Ou peut-être au contraire, on va se dire, finalement, on n'était pas si mal que ça. Bref, j'ai hâte de voir. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, votre point de vue, votre boule de cristal aussi, parce qu'on s'entend que c'est peut-être l'épisode jusqu'à présent le plus hypothétique. On essaie de voir où ça s'en va, mais c'est quand même, je pense qu'il faut aborder la question de front. Donc, Marianne Charbonneau, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous suit évidemment sur vos réseaux sociaux, Agence Spatiale et tout ça. Samuel, merci également. Et Greg, architecture mécanique, c'est ça? Exactement. Je pensais pas qu'on pouvait dévoiler ça. Voilà. J'ai reconnu sa signature, je me suis dit, ça y est. Tu vois, regarde, il y avait le côté humain derrière qui a transparu à travers l'image. Merci à vous d'avoir été également à l'écoute. On vous invite à suivre, à vous abonner à l'infolette de Collectif. Et on se dit à un prochain épisode. Bye bye. Au revoir. Salut.